Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle émission cinéma que je vais avoir le plaisir de vous présenter en compagnie de Brigitte Tissot, Benoît Richard, Florian Laumollet et Jean-Luc Forçard. On commence par un petit box-office des entrées au Ciné-Palace avec des films qui sont toujours à l'affiche. Ça a été les vacances, donc il y a eu un peu plus de monde au cinéma. Le numéro 5, c'est Bryson Nice, James Hutt, 3573 entrées pour 3 semaines d'exploitation. Le numéro 4, Bridget Jones, Baby de Sharon Maguire, 4025 entrées pour 5 semaines d'exploitation. Numéro 3, Les Trolls de Mike Mitchell et Waldorn, 4910 entrées pour 3 semaines d'exploitation. Le numéro 2, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, 4927 entrées pour 7 semaines d'exploitation. Et le numéro 1 reste numéro 1, malgré tout le bien qu'on en a dit. Il s'agit de Radin, de Fred Cavaillé, nous sommes peu de choses. 8660 entrées pour 6 semaines d'exploitation. Ce mercredi, c'est le film Les Trolls de Mike Mitchell et Waldorn qui a fait le meilleur score au Ciné-Palace à Épinal avec 268 spectateurs devant La folle histoire de Max et Léon de Jonathan Barré, 178 et Doctor Strange de Scott Derrickson, 176. Allez, on commence par un film qui, lui, remplit un peu moins les salles, même s'il le mériterait. C'est la dernière Palme d'Or de Cannes de Ken Loach. Moi, Daniel Blake, une nouvelle chronique qui met à mal la politique libérale avec le portrait d'un menuisier privé d'allocation qui doit faire face à une administration qui l'oblige à retrouver du travail alors que son médecin lui interdit de travailler. Si on ajoute qu'il va rencontrer une jeune femme qui est déplacée à plus de 300 km de chez elle dans des conditions un peu particulières, tout ça, ça nous donne un film et un nouveau plaidoyer d'un réalisateur qui s'engage vraiment. Brigitte. Une palme d'or qui a été un petit peu contestée parce qu'on a reproché au film d'être assez manichéen. Alors, c'est vrai qu'il l'est parce que, bon, on a l'impression... Alors, il est vrai qu'on ne connaît pas forcément très bien le fonctionnement de l'Angleterre, mais on a l'impression que le pays est peuplé de pauvres gentils et puis de fonctionnaires obtus avec une pierre à la place du cœur. Bon, alors au début, on se dit, voilà, il force un petit peu la note. Cette histoire aussi de solidarité entre deux laissés pour compte, bon, ça a un côté un petit peu cinéma, on va dire. Mais j'avoue qu'une fois passé ces réserves quand même que je maintiens toujours, bon, j'ai été quand même très emportée par ces personnages et par les acteurs qui les incarnent. Alors cet acteur qui est Dave Jones, moi je ne le connaissais pas, il paraît que c'est un acteur comique et ma foi là, il est parfait dans ce rôle-là. Il y a une espèce de dramatique. Hein. Voilà, il incarne de manière très émouvante son personnage. Alors, entre parenthèses, moi, j'ai trouvé une ressemblance avec Michel Bouquet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Donc, on essaie de trouver le comique, quoi. Voilà, donc c'est un film qui est vraiment touchant. Et ça, bon, moi, ça a un petit peu, du coup, dépassé les réserves que j'avais au départ. Après, ça ne donne pas une image tellement nouvelle de Ken Loach qui a bâti toute sa carrière sur cette espèce de portrait de l'Angleterre des oubliés, voilà, en quelque sorte. Voilà. En même temps, est-ce qu'on pouvait attendre autre chose finalement que de Ken Loach? Je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui fait un cinéma qui est ce qu'il est depuis 25-30 ans. Et quand on sait qu'en plus, qu'il comptait arrêter sa carrière de cinéaste pour se consacrer au documentaire, finalement, on se dit qu'il a quand même bien fait de continuer un peu, parce que c'est vrai que c'est une belle réussite. Alors, Palme d'Or méritée ou pas, peu importe. Je veux dire, la question ne se pose même pas. On est face à un film d'utilité sociale, j'ai envie de dire, vraiment qui est... Voilà, qu'il faut que les gens voient, parce que le cinéma politique, le cinéma engagé, le cinéma qui dit des choses, qui parle des petites gens, mais de manière aussi simple que ça, de manière aussi réaliste, c'est un cinéma qui parle à tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour comprendre ce qui est dit dans ce film. C'est vraiment du cinéma à la portée de tous. C'est un cinéma qui dit des choses, qui est chaleureux, qui fait pleurer. On est ému souvent dans ce film-là.
Mais voilà, c'est peut-être un des derniers dinosaures, mais je pense que des Ken Loach, le jour où il n'y en aura plus, ben, il manquera quelque chose. Il manquera quelque chose au cinéma. Oui, moi aussi, j'étais plein d'empathie et on est très sensible à cette histoire-là. Tu as raison, c'est une histoire simple parce que c'est quand même une machine à broyer, cette espèce de sécurité sociale. Il y a aussi un truc un peu anthropologique là-dedans. On suit un parcours d'une personne qui a 59 ans et qui va se retrouver avec rien. Évidemment, ça peut faire pleurer, mais quelque part, moi, j'étais plein d'empathie, j'étais vraiment sensible à ce cheminement-là. Et en plus, c'est extrêmement bien joué, c'est-à-dire que rien n'est forcé. On est d'accord que ça peut être très pathos, mais les acteurs sont d'un naturel. Et moi, c'est pas forcé. Comme Non, dit Benoît, c'est c'est aussi ce naturel qui coule. Parce que et on regarde ce film avec. Il y a deux, trois scènes qui auraient pu être limites, qui auraient pu être complètement ratées. Oui. Cette fameuse scène où à la banque alimentaire, où les deux personnages principaux vont chercher des aliments, ça aurait pu être vraiment le truc, comme dit Jean-Luc, pathos, larmoyant. Et pas du tout, ça reste tenu, ça reste vraiment juste. Et on se dit que c'est un truc qui peut être vécu au Resto du Cœur, à Épinal, demain. Voilà. Et rien que pour ça, c'est un film qui mérite. Et puis une grande pudeur. C'est un film qui a une grande pudeur quand même. Voilà, allez voir moi, Daniel Blake, tout de suite, quelques images. The screen. Not now. No, not like that. I'm just going round in circles. I'm going to have to I'm ask trying her to to explain leave. to you a situation and you don't care. I've got Right. about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus What am I supposed Christ! to do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well. It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. And all it does is humiliate me. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with 2 kids. You've done amazing. I've seen it before. Allez, nous allons rester dans la réalité avec Réparer les vivants de Catel Kidevere qui adapte le roman du même nom qui avait été écrit par Mélisse de Kerangal. Donc l'histoire, ça commence avec de jeunes surfeurs qui vont au petit jour pour surfer et il y a un accident et la vie de Simon dans un hôpital ne tient plus qu'aux machines qui le gardent en vie et au même moment il y a une femme qui attend une greffe. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, ça m'a bouleversé le film. Je me suis ressorti. Je suis pas adepte de ce genre de film habituellement, mais là, j'étais vraiment curieux dès la bande-annonce du film à aller en voir plus et tout. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur tout ce qui est, surtout sur le don d'organes, quoi. Je suis ressorti avec une vraie interrogation. C'était pas quelque chose qui m'avait. Bon, j'étais au courant de tout ça, mais ça me touchait pas plus que ça. Mais là, alors la fin, et même encore là aujourd'hui, j'y réfléchis encore. Je me demande même si je vais pas aller chercher la carte pour avoir une carte de donneur d'organes sur soi, hein, parce que. Franchement, c'est bien. Je trouve que c'est bien amené, c'est amené en douceur, c'est sans vulgarité ou c'est malsain. À part ce côté où quand justement il y a le transfert de la greffe et tout, là c'est vraiment intense. On vit vraiment l'opération en live qu'on est avec. Voilà, moi qui est adepte du film fantastique et d'horreur, là par contre j'ai pas eu la même vision. On est dans du réel. Ouais. Et là du coup, c'était super intéressant par rapport à ça. Et puis je soulignerais aussi dans ce film-là. C'est la bande originale du film, Alexandre Desplat, franchement, qui amène, qui berce vraiment bien les images et tout. Et franchement, je recommande d'aller voir ce film-là, mais juste pour ce côté de don d'organes, parce que ça fait vraiment réfléchir. Enfin, moi, ça a été le cas, et j'espère que vous, si vous allez le voir, ça fera. Non, mais c'est vrai, au-delà du plaidoyer pour le don d'organes, je veux dire, c'est 1h40. Voilà, on pouvait pas faire mieux pour inciter les gens à faire du don d'organes. Au-delà de ça, ça reste quand même un beau film de cinéma. C'est maîtrisé au niveau de la mise en scène. La séquence d'ouverture, franchement, c'est une des plus belles que j'ai vues au cinéma cette année, quoi. Ces images de gamins surfant au petit matin sur une mer déchaînée en Normandie comme ça et qui va reprendre la route et on sent le drame arriver, c'est magnifique, quoi. On est tout de suite dans le film et puis après on sait ce qui va un petit peu arriver, c'est une vie qui s'arrête, une autre qui va pouvoir poursuivre, qui va pouvoir continuer grâce à celle-là avec des personnages. Alors c'est un petit peu choral, comme film, il n'y a pas vraiment de personnage principal. Si on avait envie de désigner un personnage principal, on pourrait même dire que c'est le cœur finalement. Le cœur qui est le personnage principal. Tous les autres sont tous à peu près au même niveau. Il n'y en a pas un qui se détache. Ils sont vraiment bons en plus. Hein, que ce soit Taraïm, que ce soit Dominique Blanc dans le rôle de la chirurgienne pleine d'empathie. Elle est magnifique. Même Emmanuel Seigné, hein, qui moi, j'ai toujours du mal avec elle. Mais alors là, Cool Chaîne, je pense qu'on aurait peut-être
pu un peu trouver mieux dans le rôle du père. C'est pas les meilleures scènes. C'est les scènes qui sont un peu limite, un peu pathos, larmoyantes. Mais tout le reste, comme tu disais, on est emporté, on suit cette histoire et la façon aussi d'expliquer, de raconter comment se fait un don d'organe, une transplantation. Vraiment du début, à partir du moment où les parents ont donné le feu vert pour que le cœur soit donné, jusqu'au moment où la transfusion se fait, l'opération se fait. Tout ça est raconté par étapes, de manière chirurgicale, de manière précise. Franchement, c'est du très bon Si je rajouterais quand même quelque chose qui est fort, c'est par rapport à la génération d'âge, quoi. C'est vraiment, c'est pas l'inverse, parce qu'on pourrait se dire, c'est la personne qui est plus âgée, voilà, qui va donner le cœur aux jeunes, mais là, c'est tout l'inverse, c'est le jeune de 17 ans qui va donner, qui donne, voilà, son. Et je trouve que ça, et là, ça fait encore réfléchir autrement que ça aurait été l'histoire inverse. C'est fort. Allez, de la finesse, de la pudeur, de l'émotion, du cinéma. Allez voir Réparer les vivants. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez. Au bout d'un moment, on pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don. Voilà, pour Réparer les vivants, il y a des transitions qui sont un peu plus difficiles. Hein. On va être dans des choses un peu plus légères maintenant, avec par exemple Tamara d'Alexandre Castagnetti, qui adapte une bande dessinée à succès avec l'histoire de Tamara, 15 ans, un peu complexée par ses rondeurs, qui va décider de reprendre sa vie à bras-le-corps. Alors, je vais commencer par le côté un petit peu agaçant du film, qui est que sur l'adolescence, et sur le film d'adolescent, il y a énormément de clichés, les ados qui cherchent le prince charmant, les camarades de classe qui sont des pestes, enfin tout ça c'est un petit peu cliché, ça aurait pu être autre chose. Mais à côté de ça, moi j'ai adoré le côté dynamique du film, les dialogues, les personnages secondaires, dont certains sont très drôles. Il y a le personnage d'une voisine un petit peu allumée, les scènes sont hilarantes. Il y a Bruno Salomon dans le rôle du père de Tamara, qui est aussi très drôle. Il y a des scènes bien dialoguées, les jeunes là sont sympathiques comme tout. Donc une fois qu'on fait abstraction de cet alignement de clichés par moment qui pèse un petit peu, moi j'ai trouvé la comédie plutôt agréable et réussie. Avec, tout en gardant toujours ce petit côté bande dessinée qu'on retrouve aussi dans le film, je trouve. Voilà. Bande dessinée signée Zidrou et Darras. Tout de suite, quelques images de la bande-annonce. Tu crois qu'un garçon il pourrait tomber amoureux d'une fille comme moi? Tu vas pas sortir comme ça? Ça va pas, non? Halloween, c'est la fête des morts, pas des prostituées. Bah super, merci, ça fait 2 heures que j'essaie de ressembler à Amy Winehouse. C'est quoi une constituée? Je savais pas que t'étais drôle en vrai. Tu les as défoncés. Tu fais que des conneries en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin, merde? Je grandis, maman. Ah ouais, tout ça? Si on n'a pas pécho avant les vacances, c'est toi qui l'as dit, c'est mort. Donc pour moi, changement de stratégie. Eh Zach, ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain? Ouais, pourquoi pas. Cool. Pression. Anaïs, ton roi charmant, il est là. Je vais te faire comprendre que je suis pas une pauvre meuf là. Je vais aller choper un autre mec. Mais qui? Je sais pas, le premier qu'on croise en sortant. Alors c'est vrai qu'on a parlé de finesse tout à l'heure, il y en a peut-être un peu moins dans le retour de Max et Léon, de Jonathan Barré, les aventures de ces deux amis d'enfance qui sont un peu feignants, bringueurs, et qui tentent d'échapper à la Seconde Guerre mondiale. C'est une grande vadrouille revisitée par la bande à Palmade. C'est un peu trop, c'est un peu trop. Ouais, c'est ça, c'est ce que beaucoup diraient. On retrouve, ce côté de la Seconde Guerre mondiale, voilà, dans l'humour, comme il y avait eu dans Papy fait la Résistance ou dans La Grande Vadrouille. Bon, on en est loin, quoi. On n'est pas du tout dans la même chose. Voilà.
Ce qui est dommage, bon, faut aimer le palmachou dès le départ. Hein. Si on n'est pas fan du palmachou, de ce qu'ils font à la télévision, on aura du mal. Franchement, on aura du mal, on aura vite envie que ça se termine. Mais voilà, le petit problème du film, c'est que ça enchaîne les sketchs, quoi. Il y a un scénario, il y a quand même une trame, mais c'est quand même l'enchaînement de sketchs qui m'a un petit peu gêné par rapport au film. Après, bon, il y a des bonnes situations, voilà, la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours une scène qui en rattrape une, on se prend à rire à certains moments. Voilà, c'est ça, on rit, on sourit, il n'y a pas de problème. Après, moi, je vais pas exploser en éclat de rire, quoi. Je suis ressorti le film, je l'ai vite oublié, on passe vite à autre chose. Mais bon, voilà, ce que moi j'ai adoré, c'est retrouver les humoristes du moment. Enfin, Florence Foresti, après il y a des acteurs plus connus, je pense à Christophe Lambert. Et il y a Canmerade, le copain de Jean-Luc. Canmerade qui vient en noir et blanc d'ailleurs. Oui, alors le palmachot, faut se remettre aussi dans l'histoire des années 90, enfin 80-90 avec Canal+, parce que ils nous ont fait les nuls et puis après ils nous ont fait Robin des Bois. Alors on est dans cet esprit-là. Finalement, c'est un format de télévision pour un film. Et c'est là et là évidemment ça perd du rythme parce que on rigole, c'est vrai, on sourit, puis parfois c'est gros, c'est gras et donc il faut faire rire. Et c'est là où on est un peu gêné parce que c'est un rire qui devient un peu nerveux. À un moment donné, c'est vrai que les situations sont pas si drôles que ça, mais les personnages sont toujours évidemment sympathiques, parce que dans ce cas-là, les personnages, bon, ils en usent, ils en abusent, et finalement, il y a rien de neuf, je dirais, il y a rien de neuf, il y a rien de nouveau, voilà, c'est un film qui passe comme ça, bon, qui fait rire. Alors, le public, il peut être quand même assez large. Il y a les jeunes, parce qu'ils connaissent Palmachot, puis il y a aussi les anciens, parce que, effectivement, La Grande Vadrouille, ça leur cause. C'est un film où il va avoir, dans une époque, voilà, des personnes qui font les oiseaux. Mais je trouve que c'est quand même un peu bêta. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils sont très bêta. Ils pourraient avoir un peu plus d'intelligence dans leur jeu, dans l'humour, dans l'ironie, dans la satire. Et là, on sent que c'est trop gras, quoi. Et là, c'est là où ça plonge. On rit pas de tout. Et l'humour du palmachot à la télé, c'est dans le même esprit ou Alors c'est dans le même esprit, oui. Alors c'est pour ça la parodie, comme tu disais, La Grande Vadrouille, mais finalement c'est une parodie de La Grande Vadrouille, voilà. Donc c'est ça qui est mauvais. Ça devient lourd, quoi. Il y a un moment donné, ça va trop loin. Il faut qu'ils exploitent les gros filon jusqu'au bout. Et il y a certaines situations qui deviennent lourdes. Après, il y en a des drôles, mais ça devient lourd. Moi, j'ai juste souligné la performance, je trouve, dans la performance, si je puis dire, mais dans le film de Bernard Farcy qu'on voit peu au cinéma. Moi, je l'avais vraiment trouvé excellent dans les deux premiers Taxis. Après, je parle pas des deux derniers parce que c'est vraiment de mauvais films. Mais dans les deux premiers, je crois qu'il avait vraiment un rôle. Et là, on retrouve, là, il a le rôle du méchant. Et je trouve qu'heureusement qu'il était là parce que moi, j'aime bien sa patte sérieuse, mais à la fois, je sais pas comment dire, mais il y a un ridicule. acteur comme ça dans les années 80 qui s'appelait Jacques François, qui faisait toujours le dandy avec un phrasé. C'est les colonels, Farcy qui le fait président. Oui, c'est exactement ça. Il y a quelques scènes qui sauvent le film. Est-ce que ça suffira à sauver le film dans sa globalité? C'est pas évident. Tout de suite, quelques images. Je vous envoie en Syrie. Nous, tout ce qui est charpente... Une fois dans le désert de Damas, ce sera la routine. C'est grand, hein. On n'est pas dans la merde. On se fond dans Damas. Bonsoir. Vous attaquez l'ambiance, hein. Et vous avez réussi à rejoindre l'ombre. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Aigle perçant et cheval de nuit. Mais quel talent! C'est ridicule. Nous avons affaire à des professionnels. Tu mènes l'art de la discrétion comme personne. Je crois que vous savez pas à qui vous avez affaire. Ils ont déjà franchi tous les barrages. Tu l'as flingué, là! Allez, on passe à Mr. Wolf de Gavin O'Connor avec ce petit génie des mathématiques qui semble un comptable, voilà, comme de nombreux comptables, sauf qu'il s'avère que ce comptable travaille pour des organisations mafieuses. Alors, on retrouve, semblerait-il, un Ben Affleck tel qu'on ne l'avait pas vu depuis un moment. Ah oui, un Ben Affleck. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, on a dit comptable, mais surtout autiste. Et c'est ce qui fait quand même toute la particularité du personnage. Et d'ailleurs, le film en fait des caisses à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on montre bien au début qu'est-ce que c'est qu'un enfant autiste avec les scènes. Donc, c'est très classique dans la construction. C'est vraiment le film américain, le bon gros thriller popcorn avec donc les scènes de démarrage, l'intronisation du personnage dans son rôle. Et puis, alors c'est un peu long. Moi, j'ai trouvé vraiment que le début, c'était un peu long à se mettre en place. En plus, on comprend pas forcément tout. On ne sait pas si c'est vraiment un méchant. Bon,
vu que c'est Ben Affleck, on se doute qu'à un moment donné, c'est pas forcément. Mais voilà, on ne sait pas trop comment il navigue, où est-ce qu'il va. C'est un peu long à mettre en place. Par contre, une fois que la mécanique est lancée, là, c'est super plaisant à regarder. C'est pas un film qui fait trop réfléchir, mais voilà, on passe 2 heures. Moi, ça dure 2 heures. Je me suis pas trop ennuyé. J'ai trouvé ça vraiment assez agréable à regarder. En efficacité. Voilà, c'est un mathématicien qui use des chiffres comme des armes. Alors à un moment donné, c'est vrai que ce loup solitaire taciturne, moi j'ai bien aimé ce personnage de Ben Affleck parce qu'il est tout en retenue. Et puis bon, on voit aussi qu'il est autiste. Alors il manie à un moment donné, par exemple, ce qui est étonnant, c'est qu'il va manier les arts martiaux. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on découvre au milieu du film parce qu'on sait très bien qu'il blanchit l'argent de la mafia. Mais bon, l'histoire, elle n'est pas compliquée, mais on cherche quand même des choses dans cette histoire-là. On essaye quand même de trouver quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un bon thriller. Moi, je dirais un peu des films de Pacula dans les années 90. Il est quand même dans les rôles un peu à la Tom Cruise, quoi. C'est quand même la mâchoire carrée. Il rigole quasiment pas du film. Il est tout en intériorité. Ce film-là, Tom Cruise aurait très bien pu le jouer. D'ailleurs, il y a un petit côté à la fois James Bond, un côté Mission Impossible, un côté Jack Reacher, avec la touche Rain Man, qui fait, à mon avis, la différence dans ce qui donne la patte originale. Voilà, donc un thriller efficace avec un démarrage un peu plus compliqué. Mais après, ça vaut. Celui-là est joli. Vous aimez les puzzles? Dites-moi ce que vous voyez. Elle a été prise il y a 3 ans par un agent infiltré. On retrouve cet homme chaque fois. Il a été signalé à Téhéran, Tel Aviv et Naples. Ce type risque sa vie à démêler la comptabilité des pires voyous de la planète. Cartel de drogue, marchand d'armes, blanchisseur d'argent, assassin. Qui réchappe à ce genre de clientèle? Imaginez les secrets qu'il détient. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qui es-tu? Tu es différent. Tôt ou tard, la différence fait peur. Il m'est difficile de fréquenter d'autres personnes, même quand je le voudrais. Il y a des gens qui te cherchent. Voilà, maintenant nous embarquons dans un train avec la fille du train de Taylor, Rachel, qui prend tous les jours le même train, ou presque, et qui fantasme sur un couple qu'elle voit depuis son train. Elle, de son côté, elle est un peu dévastée par des problèmes sentimentaux, et un jour, elle va être témoin de quelque chose d'inhabituel, et nous voilà embarqués dans un thriller. Qui est l'adaptation d'un roman qui est un best-seller énorme, qui est resté dans les classements pendant des mois et des mois. Et j'avoue que moi, le livre, j'étais un peu restée à quai, si je peux me permettre, parce qu'il était assez long, écrit avec une absence de style assez remarquable, et du coup j'avais un petit peu décroché. Mais là, finalement, j'ai été plus accrochée par le film que par le livre, même si le film dure quand même 2 heures lui aussi. Et voilà, c'est un scénario à tiroir assez habile, avec une palette de personnages où les soupçons vont se transporter de l'un à l'autre. Donc tout ça nous tient assez bien en haleine. Je dirais qu'au niveau du scénario, ça fait un petit peu penser aux histoires abracadabrantesques qu'il pouvait y avoir dans une série comme Desperate Housewives, sauf que là, on n'est pas du tout dans l'humour, mais plutôt dans une ambiance très oppressante, très angoissante, et cet aspect-là du film est bien réussi. Donc je trouve que c'est globalement un polar plutôt réussi, qui nous captive assez, mais alors curieusement, en même temps, je dirais que c'est loin d'être quelque chose d'inoubliable, parce que là, en préparant l'émission, finalement, j'avais même du mal à me rappeler les détails de l'intrigue. C'est-à-dire que le film, vous passez un bon moment, mais c'est pas quand on vous demandera quel film vous avez retenu de l'année 2016, je crois que ce sera pas celui-là, quoi. Moi, je rejoins totalement Brigitte là-dessus, voilà. Parce que alors là, je suis ressorti. Les flashbacks. Alors, moi, j'aime bien quand il y a des flashbacks, mais alors là, il y a des flashbacks, c'est 6 mois en arrière, un coup c'est 1 semaine en arrière, un coup c'est vendredi dernier. Alors je me suis un peu perdu là-dedans. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a 2 actrices au début, elles se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a 2 actrices qui se ressemblent. Pour quelqu'un qui n'est pas physionomiste, je ne dis pas que c'est ton
ton cas, Florian. Je ne le suis pas du tout, donc c'est vrai que c'est un j'ai gros été problème. frappée aussi par ça, et je me suis dit, comme le scénario est en plus assez complexe, il faut bien se dire qu'on voit pas... Ils auraient pu mettre une blonde, une brune, mais non, ils ont mis C'est deux ça, brunes. voilà. c'est ça. Après, Emily Blunt, juste faire une parenthèse, hein, moi je l'avais découvert dans le Diable s'habille en Prada, où elle joue l'assistante de Meryl Streep. Voilà, elle joue bien, on peut pas dire, ce rôle de femme alcoolique, voilà, qui... Bon, on peut pas raconter, c'est délicat ce genre de film, parce qu'on va en parler, mais on peut pas trop en dire. Après, la fille du train, le train, le prétexte, elle passe devant, j'ai envie de dire, ces scènes limite au ralenti où elle voit ce qui se passe sur son balcon, parce que on peut juste le dire un petit peu, parce que c'est un peu sa maison, quoi. C'est son ex-mari qu'elle surveille quand elle passe devant cette maison-là. Mais alors, c'est pas crédible, j'ai envie de dire, le train, bon, la fille du train, ok, mais j'ai envie de dire, ouais, moi j'étais déçu, quoi. Je veux dire, si je reprends globalement l'idée du film, ouais, moi qui adore les thrillers, là, on se doute pas forcément de la fin, mais enfin, je sais pas, j'ai pas accroché sur ce film-là. Voilà, un roman de gare qui n'a pas fait forcément un bon film. C'est ça. Tout de suite, quelques images. Alors, qu'avez-vous fait pendant cette fameuse nuit? Je ne m'en souviens pas. Il y a des trous dans mon emploi du temps. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans le tunnel? Dis-moi la vérité. Vous avez été vu dans cette zone. Allez Benoît, on passe à Captain Fantastic de Matt Ross. Alors là, c'est l'histoire d'un père de famille qui a décidé d'élever ses enfants dans un endroit totalement isolé, hein, loin de la société. Et il va devoir abandonner ce paradis et ramener toute sa famille dans le monde réel. Et là, il va se rendre compte que l'éducation qu'il pensait être la meilleure, il faut peut-être qu'il se remette en cause. Ben, c'est vrai que c'est encore une fois un film qui vous ouvre l'esprit, comme pour réparer les vivants. C'est un film qui vous fait réfléchir, qui vous met une petite claque, qui vous fait réfléchir sur le sens de la vie. Et puis en plus, si vous aimez Viggo Mortensen, alors là vous allez être gâté parce qu'il est épatant, quoi. C'est sans doute un de ses meilleurs rôles, qui campe donc un père de famille, alors donc hippie, forcément anticapitaliste, antilibéral, adorateur de Noam Chomsky, le célèbre linguiste américain anarchiste, enfin voilà, un peu de Mao, vraiment une éducation à la fois libertaire, mais très militaire par son côté. Il n'y a pas de Dieu, le seul Dieu c'est la famille. Donc une éducation très rigoureuse, on les voit même chasser à main nue dans la forêt, sachant que tout ça est quand même tiré de la vie réelle du réalisateur qui a vécu ça étant gamin. Et le seul souci, c'est qu'à un moment donné, le décès de la mère, donc qui s'est suicidée, va conduire cette famille-là à retourner à la civilisation, parce que il va falloir, si possible, aller à l'enterrement. Sauf que malheureusement, cette maman-là ne voulait pas être enterrée, elle voulait être incinérée et que ses cendres soient versées dans des toilettes. Donc, sachant que le mari veut à tout prix exaucer le vœu de sa femme, ça va donner lieu à des situations assez drôles, assez rocambolesques. Alors c'est drôle, on rit souvent, et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de philosophie autour de ce récit. C'est un road movie, donc ça rappelle un petit peu certains films américains qu'on a vus il y a quelques années. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. C'est un film intelligent qui fait réfléchir. En plus, c'est pas manichéen du tout, c'est pas vraiment la vie au grand air, le refus de la société contre la consommation outrance, pas du tout. C'est un film qui est vraiment nuancé et qui dit voilà, il y a du bon dans chaque façon de vivre, et en prenant un petit peu des deux, on peut vivre normalement et de manière intelligente. Méditer, quoi. C'est un film voilà, exactement. La méditation. Le cinéma permet aussi de méditer. Voilà. Fantastique. Allez voir Captain Fantastic, il n'y a pas beaucoup de séances, donc regardez bien les horaires. Eh bien, en tout cas, je suis très heureuse que notre famille soit réunie. C'est que du bio et du local. Les poulets, tu les as tués avec quoi? Une hache ou un couteau? Je suis allée à la boucherie et j'ai acheté les poulets sur une... Ils étaient déjà morts. Les enfants ont besoin d'un cadre, d'aller à l'école, suivre de vrais cours. Dites donc, les tourtereaux, j'espère que vous n'étiez pas en train de faire ce que je crois que vous étiez en train de faire. Votre fille m'a appris bien des choses ce soir. Veux-tu m'épouser? Broke my heart with stairs.
Si ça sort pas d'un bouquin, j'y connais rien. Même s'ils survivent à tout ce que tu leur fais subir, ils finiront par être totalement incapables de s'adapter au monde réel. Figurez-vous que moi je pense exactement le contraire. C'est de la maltraitance. Vous avez failli me toucher. Allez, nous allons terminer avec un peu d'épouvante et d'horreur, hein, puisqu'on va parler des Ouija, les origines. C'est signé Mike Flanagan. Nous sommes à Los Angeles en 1965. Une veuve et ses 2 filles montent une nouvelle arnaque pour pimenter leur commerce de séances de spiritisme. Mais elles vont involontairement faire entrer chez elles un esprit maléfique bien réel. Voilà, ça se passe dans les années 60, j'ai envie de dire, c'est que ça que j'ai retenu, parce que c'est le côté rétro est super réussi. Je dis ça parce qu'en fait, comme ma profession, moi c'est projectionniste, en fait ils ont fait pour ce film-là les fameux petits raccords qu'il y avait avec la pellicule de film, quand il y avait le changement de bobine, mais en fait ils l'ont rajouté, parce que le film était tourné en numérique, mais du coup ils ont rajouté ce petit détail, et puis le changement avec la pellicule qui bouge, et ils ont fait ça la première fois. Moi tout de suite, j'ai vu tout de suite le point, ça m'a rappelé le moment où je travaillais sur la pellicule. Et voilà, c'est le côté charmant que j'ai trouvé à ce film-là d'horreur. Mais je veux dire, il n'y a que ça que j'ai retenu. Charmant parce que, puis film d'horreur, fantastique, parce que c'est pas de l'horreur du tout. C'est gentil. Mais on peut souligner quand même, parce que c'est une suite. Il y avait Ouija qui était sorti il y a 2 ans, qui était passé également par le Festival de Fantastique de Gérardmer en avant-première, et que j'avais pas aimé, mais pas du tout. Mais là, du coup, il fait oublier le premier. Et pour une suite, c'est rare quand même pour le souligner que la suite est bien meilleure que le premier, malgré que c'est pas le film d'horreur de l'année qu'on a vite envie d'oublier et qu'ils ont même pas sorti une semaine avant pour Halloween. C'est un peu dommage. C'est la saison des films d'horreur. C'est une suite qui se passe avant. C'est ça, voilà, c'est les origines. C'est les origines du premier film. Que le premier film, c'était l'histoire d'ado totalement bateau qu'on connaît partout, qu'on a vu un million de fois. Là, c'est un petit peu plus réfléchi parce que c'est une histoire de famille, c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours les mêmes clichés du film d'horreur et rien de bien nouveau. On se fait surprendre, on sursaute. Voilà, pour les amateurs du genre fantastique, mais c'est pas du tout le film de l'année du côté de ce genre de film. Pas le film de l'année, donc pas d'extrait parce que nous sommes déjà en retard. Donc on va passer aux nouveautés. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Il y aura Inferno de Ron Howard qui continue à adapter les romans de Dan Brown, et on va retrouver donc le professeur Langdon, interprété par Tom Hanks. On peut signaler également qu'on retrouvera Omar Sy dans ce film. Il y aura également Le Client de Asghar Farhadi, prix du scénario au Festival de Cannes et prix d'interprétation masculine. Tu ne tueras point de Mel Gibson, qui est toujours obsédé par la religion et qui nous raconte une histoire vraie aussi, celle d'un adventiste du 7e jour, objecteur de conscience dans la guerre mondiale du Pacifique. Vous pourrez voir également L'Invitation et avec Michael Cohen et Nicolas Bedos. Il s'agit d'une adaptation d'une bande dessinée, Ma famille t'adore, de Jérôme Commandeur et Alain Corneau, une comédie avec Arthur Dupont, Mélanie François, Thierry Lhermitte et Marianne Chazelle. Vous pourrez également découvrir au Cinépalace Voyage à travers le cinéma français. C'est Bertrand Tavernier qui rend un hommage 3 heures fantastiques. Au film et aux personnages qui l'ont marqué dans l'histoire du cinéma français. Enfin, il y a un certain David Yates qui va sortir un film bientôt, qui va nous plonger un peu, je sais pas, on l'avait vu, c'était quoi? C'était Harry Potter, le dernier? Harry Potter, voilà, les animaux fantastiques. Donc voilà, les animaux fantastiques. Donc il y a une avant-première au Cinépalace le mardi 15 novembre à 20h30. Vous pourrez également voir une décentralisation du festival du film de Villerue, avec en particulier une rediffusion au Cinépalace de Abemus Papam de Nanni Moretti avec Michel Piccoli. Voilà, nous nous revoyons dans 15 jours. D'ici là, bon cinéma. Merci, c'est bon pour moi. Michel? Quand on veut. Comment ça, quand on veut? Je suis à filmer, là? Ah non, je suis pas filmé. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai.